Monsieur le Président, cher François, mes frères, membres du Conseil de l'Ordre, anciens grands maîtres, mes frères, mes sœurs, mesdames, messieurs, c'est un honneur pour nous, francs-maçons du Grand Orient de France, de vous recevoir, Monsieur le Président, cher François, en ce jour historique, commémorant donc les 120 ans de la promulgation de la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Tel est le titre de la loi. Cette loi, elle est fondamentale pour la République. Elle fixe les conditions de la neutralité de l'État en ce sens que les décisions publiques ne dépendent que du peuple souverain et ne sont soumises à aucun dogme religieux. C'est la séparation de la sphère publique et de la sphère religieuse. Elle fixe les conditions d'un État laïque. Et donc, tout au long de l'année 2025, le Grand Orient de France a célébré cette loi de 1905, en commençant notamment par un colloque au Sénat où de nombreux intervenants sont venus éclairer l'histoire, mais aussi l'actualité de cette loi. Et je veux aussi mentionner les très nombreuses manifestations organisées par nos loges en région parisienne et en province, voire dans d'autres parties du monde, puisque nous avons sur nos 1400 loges, une centaine de loges qui opèrent, si je puis dire, à l'étranger. Donc cette année 2025 a été une année de commémoration qui, je dirais, en termes de calendrier, se termine presque ce soir. Pourquoi ? Parce que nous aimons faire la fête au Grand Orient de France. Et mon cher François, si vous avez quelques disponibilités samedi, je vous convie à passer quelques instants au 16 rue Cadet, où nous allons illustrer la laïcité à travers les arts. Film, cinéma, théâtre, design, peinture, où des artistes, des acteurs vont se produire de 14h à 20h, 21h, si vous êtes sur Paris, Monsieur le Président. Alors, la laïcité, si nous avons souhaité la fêter, donc ce 13 décembre, clôturant une année de manifestations commémoratives, c'est très simple. C'est que la laïcité, c'est l'ADN du Grand Orient de France. La loi de 1905, elle affirme dans son article 1er que la République assure la liberté de conscience. Et la liberté de conscience, elle est déjà affirmée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où dans son article 10, il est écrit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Mais pour que cette liberté de conscience s'applique réellement, le législateur de 1905 comprend qu'il faut abstraire de la décision publique le poids de la religion, mettant ainsi en œuvre ce qu'un certain Victor Hugo a dit dès 1850, l'Église chez elle, l'État chez lui. Alors bien sûr, en 1850, en 1905, c'est à l'Église catholique que s'adressait ce message. Aujourd'hui, c'est à l'ensemble des églises que ce message s'adresse. Il n'y a dans notre pays aucune entrave au libre exercice des cultes. Il est garanti par la loi, dont nous célébrons l'anniversaire, mais ce libre exercice, bien sûr, doit se faire dans le respect des règles de droit. La laïcité, c'est l'ADN du Grand Orient de France. En termes de principe, la laïcité, c'est un principe humaniste et un principe universaliste. Un principe humaniste. Nous avons foi en l'homme. L'homme doit pouvoir construire librement son destin en faisant appel à la raison, en maîtrisant ses passions dans le respect de l'autre. C'est un idéal, bien sûr, auquel les francs-maçons du Grand Orient de France tendent. Et pour cela, il nous faut un homme émancipé, qui ne se voit imposer aucun dogme religieux.
libre à lui de croire ou de ne pas croire. La règle, c'est la liberté individuelle du choix. Un universalisme, là aussi, très important pour nous. Nous n'assignons pas l'homme à son origine. Nous sommes à l'opposé de toute essentialisation. Ce qui nous caractérise, nous, francs-maçons du Grand Orient de France, c'est que nous pensons profondément qu'un être humain est égal à un autre être humain. Oui, il y a une égalité fondamentale entre tous les êtres humains. Chaque être est unique, mais l'égal de son voisin. Alors, la laïcité, en assurant la neutralité de l'État, permet cette liberté de conscience dans un esprit humaniste et universaliste. C'est un combat essentiel du Grand Orient de France. J'emploie le terme combat parce que l'époque actuelle est une époque réactionnaire. C'est une époque où sont remis en cause les progrès que l'on croyait acquis, que ce soit en termes sociaux, que ce soit en termes de vie, de société, que ce soit en termes de science, sur l'organisation des relations internationales, le multilatéralisme sont contestés. Toutes ces notions sont fondamentalement contestées. La loi du plus fort fait son retour. Les inégalités sociales qui se fondent sur des différences de revenus et de patrimoine, ces inégalités sociales qui remettent en cause la cohésion sociale. Je prendrai quelques autres exemples pour voir, qui montrent à quel point la laïcité est utile pour répondre à ces défis. La polarisation de la société, accélérée par les algorithmes et qui empêche tout dialogue. La crise de l'altérité, le rapport à l'autre s'est profondément dégradé. La question des immigrés dans l'enceinte de l'Assemblée, Monsieur le Président, Monsieur le député, les propos racistes ont refait surface. Le repli identitaire, le repli sur sa communauté, certes, c'est rassurant être entre soi, mais c'est aussi exclusif, c'est aussi contre la cohésion sociale. Et puis, peut-être encore plus profondément, plus sourdement, le manque de reconnaissance. Deux illustrations. Le phénomène des Gilets jaunes relève pour partie de cette non-prise en considération d'une fraction de la population de notre pays. Les invisibles de la crise sanitaire, dont l'action s'est avérée essentielle. Cette non-reconnaissance, ce manque de considération alimente également la crise sociale. Enfin, un dernier exemple, nous sommes au temps des vérités alternatives. La vérité n'est plus ce qui est, mais ce que l'on souhaite qu'elle soit. C'est la laïcité qui peut redonner sens à la vie en société. Alors, le Grand Orient de France se veut un acteur du débat public. Il veut, selon son slogan, changer l'homme pour changer la société. Mais nous avons aussi quelques attentes à l'égard du monde politique et à l'égard des responsables politiques. 3. La première, c'est remettre la laïcité au centre du débat politique. J'en connais les difficultés. Pourquoi ? Parce que certains ont instrumentalisé cette notion. Certains dont l'idéologie est clairement contraire à nos valeurs humanistes et universalistes en font en fait une arme contre une religion, contre les musulmans, pour être clair. Eh bien, remettre la laïcité au centre du débat politique, c'est dire ce qu'elle est, la laïcité. Fondamentalement, c'est une liberté, la liberté de conscience accordée à chacun. Et cette liberté de conscience, elle est l'outil d'un projet politique, et ce projet politique, c'est l'émancipation de l'homme. Eh bien, les responsables politiques, ça fait longtemps qu'on ne les a plus entendus parler de l'émancipation, de la liberté de conscience, et il me semble que ça doit faire partie à nouveau du débat politique au moment où les religions et surtout les extrémistes religieux reprennent place dans le débat public. Deuxième attente, nous savons aussi que la laïcité ne peut pas tout. Beaucoup de questions se posent dans le fonctionnement de nos services publics, l'éducation, la santé, le sport,
la justice, la police, et on dit au nom de la laïcité, il faudrait faire telle ou telle chose. Mais non, ce n'est pas au nom de la laïcité, c'est au nom de la République, c'est au nom de l'ordre public, c'est au nom du maintien de la même loi partout sur le territoire, quel que soit le territoire, que la République doit se faire entendre. Alors, ce n'est pas parce que la laïcité est instrumentalisée, alors qu'en fait, ce sont des difficultés de fonctionnement de services publics. Et la troisième attente, Monsieur le Président, eh bien, c'est de donner aux services publics les moyens dont ils ont besoin, justement, pour permettre que la laïcité soit comprise et mise en œuvre. Et je voudrais, en terminant, souligner le nécessaire effort particulier à faire en faveur de l'éducation, en faveur de l'école publique, qui reste quand même la pierre angulaire de la construction de cet homme émancipé. Pour conclure, Monsieur le Président, cher François, je ne peux pas vous poser la question sur une de vos promesses électorales. Vous aviez clairement dit que vous souhaitiez la constitutionnalisation des 2 premiers articles de la loi de 1905. La promesse n'a pas été tenue. Je suis sûr, Monsieur le Président, que vous allez nous en donner quelques explications. J'en terminerai là, bien sûr en vous remerciant à nouveau de votre présence, vous dire un petit peu comment nous allons organiser les débats. Moi, tu l'as déjà peut-être dit. François Hollande va s'exprimer dans un propos liminaire. 4 ou 5 représentants des associations participant au collectif national vont poser des questions. Et je suis sûr que François Hollande vous incitera ensuite à lui poser certaines questions. Merci. Cher grand maître, cher Pierre Bertinotti, nous nous connaissons depuis si longtemps qu'il m'est agréable de vous revoir dans ce lieu même, car je vous ai connu dans d'autres lieux, y compris lorsque nous étions étudiants. Mesdames et messieurs, c'est le 125e anniversaire de la loi de 1905. Où pourrais-je être à cette heure, autre part qu'au Grand Orient? Je pourrais être à l'Assemblée nationale, j'en conviens, où un vote important va intervenir. J'ai donné délégation pour que vous n'ayez, de ce point de vue, aucune mauvaise conscience. Mais c'est vrai que la loi de 1905, beaucoup de francs-maçons, pour ne pas dire tous les francs-maçons de cette époque, s'y étaient engagés au sens où avaient travaillé philosophiquement, avaient travaillé politiquement pour qu'il puisse y avoir un jour une loi de séparation des églises et de l'État. Il y avait eu, certes, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui avait posé déjà principe de non-discrimination selon les opinions, les convictions et les religions. Mais après, il y a eu une longue période pendant laquelle les républicains, avant que la République ne soit là, et les francs-maçons avaient travaillé pour qu'il puisse y avoir des lois qui permettent de séparer le religieux de la politique ou de l'espace commun. Il y a eu des lois importantes qui ont préparé la séparation, notamment la loi Ferry de 1882, qui déjà faisait en sorte que l'école puisse être un lieu neutre, et ça n'allait pas d'évidence quand on sait la place qu'avait l'Église catholique dans la transmission du savoir et dans la présence sur le territoire. Mais la loi de 1905 n'est pas simplement une loi de dévolution des biens et donc de séparation de ce qui est la propriété des églises et la propriété de l'État, même si l'histoire a retenu la confrontation qui a eu lieu après la loi de 1905 pour faire le fameux inventaire de ce qui appartenait à l'État et qui devait lui revenir et de ce qui pouvait être
affectés à l'exercice d'un culte, en l'occurrence le culte catholique. La loi de 1905, donc, a été regardée à travers la question de l'école. Et nous y reviendrons parce qu'elle est encore présente ici, dans cette période que nous traversons. Mais il a peut-être été oublié, sûrement oublié, ce qu'est la laïcité, même si le mot n'a pas été inscrit dans la loi de 1905. C'est-à-dire que la loi de 1905, c'est d'abord, comme l'a dit le grand maître, c'est d'abord la liberté de conscience. C'est une liberté à la fois individuelle, mais aussi collective. Et ce fut le grand débat pendant les jours et les nuits que la Chambre des députés a consacré à la préparation de cette loi. Est-ce que c'était simplement la reconnaissance que chacune pouvait avoir la liberté d'expression, la liberté de conviction et la liberté religieuse? Ou est-ce que c'était plus que cela, la possibilité qu'il y ait des cultes sans que l'État et la République ne les reconnaissent? Il y avait dans la bataille des républicains laïcs qui voulaient qu'il y ait une forme de tutelle de l'État sur les églises. Et ça a été tout le rôle d'Aristide Briand, de Jean Jaurès et d'autres encore, qui ont dit non, il faut qu'il y ait cette séparation et que le libre exercice du culte soit permis sans que l'État ait à intervenir. Je veux aussi insister sur le fait que la laïcité est à la fois donc inscrite dans ses principes dans les articles 1 et 2, mais aussi dans une philosophie. La laïcité, c'est à la fois des règles de droit et une morale républicaine, avec des principes qui encore régissent nos moyens de communiquer ou de nous exprimer. C'est une loi qui a été voulue comme une loi qui n'était pas anti-religieuse, mais a-religieuse, qui écarte la religion là où elle n'a pas sa place, mais accepte qu'elle puisse avoir une existence et une présence pour permettre justement l'exercice du culte et la liberté de conscience. Je veux également insister sur le fait que l'école est l'objet de la loi, mais que l'école doit avoir des obligations, pas simplement d'accueillir tous les élèves, mais c'était déjà beaucoup, de manière gratuite, mais aussi de faire que l'école soit un lieu neutre. Neutre ne veut pas dire, comme l'avait précisé Ferry, que ce soit un lieu neutre politiquement, mais un lieu neutre religieusement, et où l'instituteur ou l'institutrice doit veiller à chaque instant à ce qu'il n'y ait aucune pression venant de l'extérieur, mais aucune pression aussi à l'intérieur pour influencer les convictions, les opinions et bien sûr les foi ou les pratiques cultuelles des élèves. Alors, la laïcité, elle a été associée à ce combat scolaire qui a traversé le siècle et le XXe siècle, avec parfois des victoires pour le camp laïque, notamment après la Seconde Guerre mondiale, et puis des reculs, après notamment les lois de Bray, 1958, et ensuite la grande affaire de l'école et du grand service public de l'école, donc au milieu des années 80, et la déception qui a pu être un moment exprimée par rapport à cet inachèvement. Mais il faut comprendre que autant il y a une volonté que l'école puisse être ouverte à tous, puisse promouvoir une conception commune de la République, que le service public doit être d'abord consacré, mais que la laïcité, ça va au-delà
de l'école, même si l'école en est finalement le lieu principal. Mais une fois qu'on a eu le sentiment que la laïcité s'était imposée, ou plus exactement qu'une forme d'équilibre avait pu être trouvée, à partir des années 90, la laïcité est devenue un ensemble de règles qui allaient au-delà de l'école et qui, à chaque fois, devaient être repensées, révisées, ou en tout cas réaffirmées. C'est notamment à partir de 1989, avec la question du voile, posée dans un établissement à Creil, puis lorsque, à partir de la réflexion qui a été ouverte avec la commission Stasi et la loi de 2004, qui a fixé les règles par rapport aux signes ostensibles, qui d'ailleurs ne valent pas que pour les religions. Et puis enfin, il y a eu la prise en compte que autant la population de confession musulmane était résiduelle encore au début des années 70, elle représentait à peu près 6 à 7% de la population à l'aube des années 2000. Et qu'en conséquence, ce qui avait été longtemps une laïcité par rapport à des religions installées depuis des siècles, eh bien, il y avait la nécessité de trouver une forme de compréhension de ce que l'islam pouvait représenter, et aussi de la tentation de certains d'aller substituer à la loi de la République une loi fondée sur la foi. Ce qui a entraîné un certain nombre de débats sur les tenues vestimentaires, les prières, les lieux de culte, les carrés musulmans, et donc une nécessité de redéfinir ce qu'est la liberté et jusqu'où peut-elle aller, et ce qu'est la vie en commun. Arrive encore une autre étape, celle que nous connaissons, c'est le retour du fait religieux, le retour de l'affirmation religieuse, qui n'est pas simplement celle de l'islam, mais que l'on a vu par exemple ressurgir à l'occasion du débat sur le mariage pour tous, avec l'irruption de manifestations où les églises, et en particulier l'Église catholique, mais aussi un certain nombre de lieux de culte musulmans, avaient pu être des manifestations ou des expressions qui mettaient en cause la volonté qui était la nôtre de faire voter une loi permettant le mariage pour tous les couples. Et c'est là que nous avons une double affirmation d'identité qui, dans ces dernières années, se sont exprimées. Une identité cultuelle pour les musulmans, c'est-à-dire une volonté de se définir pour certains comme d'abord musulmans avant d'être pleinement républicains. En tout cas, une co-identité. Et une deuxième identité civilisationnelle que l'on voit ici réapparaître pour les chrétiens qui ne sont pas tellement des volontés de défendre des convictions ou des croyances, mais une histoire. Et ce qui se passe là dans ces mouvements que vous avez perçus, et notamment à travers des médias qui se sont engagés sur cette voie, et d'autres, sur des responsables politiques, c'est de considérer que la laïcité, à ce moment-là, est une affirmation civilisationnelle. Et qu'il y a un détournement de la laïcité au sens où elle devrait être un marqueur d'une identité historique qui serait celle de la construction de la nation française face à une menace qui serait celle du métissage, de la confusion et de la perte des repères culturels. À cet égard, ce n'est pas qu'un débat ici en France. Nous voyons bien que aux États-Unis, y compris dans la stratégie de défense que l'administration américaine vient de publier, il y a la mise en cause de l'Europe et
aussi de la France, surtout de la France, de manquer à cette dimension civilisationnelle et de ne pas rappeler ses origines chrétiennes et de laisser place, pas simplement à l'immigration, mais, en l'occurrence, à un pluralisme religieux et à un abandon de ce que pourrait être la défense d'une identité. Donc, nous ne pouvons pas admettre que ce que la laïcité a représenté, c'est-à-dire la séparation du religieux et du politique, de l'État qui doit fixer des règles de vie commune, d'une laïcité qui permet la libre expression, mais aussi le libre exercice de tous les cultes, qui admet le pluralisme. Il faut savoir qu'à partir de 1911, en France, il n'y avait plus de ministère des cultes. Et qu'il y a aujourd'hui, et c'est depuis déjà plusieurs années, au ministère de l'Intérieur, une direction des cultes, un bureau des cultes. Donc nous faisons en sorte, précisément, de permettre la garantie que les cultes puissent avoir leur présence. Et qu'il y a eu tout un mouvement, d'ailleurs, de Jean-Pierre Chevènement jusqu'à aujourd'hui, enfin, c'est moins net aujourd'hui, en tout cas jusqu'à 2017, je prends cette date au hasard, il y a eu une volonté d'organiser le culte musulman pour que nous ayons des rapports, et j'y reviendrai dans les questions, avec l'ensemble des cultes, et notamment avec le culte musulman, pour qu'il y ait aussi cette nécessité de dialogue. Et donc, la conception qui est la nôtre, et qui a été à l'origine, et qui est encore aujourd'hui d'une pleine actualité, c'est que la loi de 1905 et la laïcité cherchent à éviter la coupure entre deux ou plusieurs France. La laïcité, c'est un principe d'unité. Et c'est en ce sens que il y avait, de la part d'Aristide Briand, quand il s'adresse à ceux qui veulent aller plus loin dans une forme de confrontation avec le religieux, de dire attention, nous ne devons pas avoir des victoires excessives. Nous devons trouver justement cette possibilité d'unité et de faire que cette laïcité d'émancipation puisse prévaloir, même si l'autre n'est pas néanmoins inutile, sur la laïcité de combat. La laïcité d'émancipation, elle est à la fois individuelle et de faire que nous puissions rester ensemble, unifier le pays. Alors comment faire prévaloir ce principe d'unité? Et je réponds enfin à la question de Pierre Bertinotti sur la Constitution. C'est vrai qu'une des manières de donner à la République, qui est une République laïque inscrite dans la Constitution depuis 1946, une des manières de donner à la République la force nécessaire serait sûrement d'intégrer dans son dispositif les articles 1 et 2. Le reste est purement, je dirais, technique. Alors j'avais repris cette proposition. Sur quoi ai-je eu à un moment une difficulté? C'est qu'il y a toujours un régime concordataire en Alsace-Moselle. Je dis ça devant Pierre Bertinotti. C'est vrai que ça paraît une survivance. Le cartel des gauches, dès 1924, avait, dans le programme d'Édouard Herriot, avait entendu remettre en cause le régime concordataire Alsace-Moselle. Grande manifestation, et finalement, il y a renoncé. Et même après la guerre, puisque la question s'est posée après la guerre, quand les territoires Alsace notamment ont été repris, de remettre en cause le concordat, même si c'est un concordat un peu particulier. Et aujourd'hui, et donc je dis aujourd'hui, c'était en 2012, il y a eu la même opposition de tous les élus. même s'ils affirmaient
adhésion à la laïcité républicaine, mais de dire que c'est un système qui, finalement, avait trouvé ses traditions et qui ne posait pas de problème. Donc c'est une des raisons qui m'ont conduit à ne pas intégrer, même si peut-être un jour, si on arrive à faire le dialogue nécessaire, parce qu'il est possible, finalement, d'éteindre progressivement. Il suffit de ne pas nommer de nouveaux responsables des cultes. Et donc ça s'éteint progressivement. C'est une des voies possibles et qui permettrait à ce moment-là de régler la question. Mais en 2013, il y a eu une décision du Conseil constitutionnel très importante qui m'a permis, si je puis dire, de m'échapper. Puisque, suite à un recours devant le Conseil constitutionnel, il a été amené à définir la laïcité et de rappeler la liberté de conscience, le refus des discriminations, la neutralité de l'État, la neutralité de l'école, et d'en faire des principes à valeur constitutionnelle. Donc aujourd'hui, la loi, si une loi, ça peut arriver, devait remettre en cause des éléments de ce qu'on appelle la laïcité, cette loi, si elle était déférée devant le Conseil constitutionnel, pourrait être annulée au nom de ces principes-là. Je veux terminer mon propos sur l'enseignement de la laïcité. Car la laïcité est forcément une construction humaniste. C'est une construction juridique, la laïcité. J'ai évoqué la loi et des lois, parce qu'il n'y a pas que celle de 1905. Et donc, quand des jeunes veulent comprendre la laïcité, c'est un effort. Je dis souvent, la liberté, c'est facile à enseigner. Même un enfant sait ce qu'est la liberté, jusqu'où elle va, et ce qu'on l'autorise ou ce qu'on lui interdit. L'égalité, c'est un principe qui arrive très vite à l'esprit. C'est injuste ou c'est juste. La fraternité, on peut l'éprouver. C'est un sentiment et c'est presque une exigence dès lors qu'on vit avec l'autre. Mais la laïcité n'est pas une valeur spontanée. C'est un principe de construction d'une société. Comment être ensemble, comment vivre avec des règles qui nous soient communes, comment faire que notre liberté de conscience puisse être compatible avec les principes d'une vie commune, comment permettre que nous puissions avoir une foi ou de ne pas en avoir, comment être protégés par rapport aux pressions qui peuvent s'exercer. Ça, c'est un ensemble de normes, de références qui doivent être apprises. Et ayant été beaucoup dans les lycées, même dans les universités, je me suis rendu compte combien on était loin de cette compréhension. Avec plusieurs questions qui arrivent assez vite. Pourquoi la laïcité est une spécificité française? Pourquoi dans l'Europe, il y a des pays où il y a des religions d'État? Pourquoi en Europe, les règles qui concernent par exemple les signes ostentatoires ne sont pas les mêmes? Pourquoi en Europe, il y a des financements des lieux de culte dans certains pays et pas en France? Alors, on peut dire que c'est une exception française. Non, c'est sans doute une singularité française. Mais la laïcité, elle a vocation à pouvoir se diffuser au-delà de la France. Et la laïcité, c'est aussi ce qui est le produit de notre histoire, et dans ce rapport avec les religions. Et quand je suis interrogé par des jeunes, et notamment des jeunes musulmans, qui me disent que la laïcité, finalement, je la présente comme une loi de liberté, pour eux, ça peut être une loi de contrainte, puisqu'ils ne peuvent pas se vêtir comme ils l'entendraient, ou comme elles l'entendraient, ou qu'ils ne peuvent pas avoir, pour ceux qui sont au travail, des lieux de prière comme il en existe ailleurs. Je leur dis, mais est-ce que vous savez que ici, en France, vous pouvez avoir la religion de votre choix?
qu'il y a encore beaucoup de pays au monde, parfois des pays dont ils peuvent être eux-mêmes originaires ou leurs parents, où il n'y a qu'une religion qui s'impose. Et donc, la France est le pays de la liberté. Et lorsque il y a eu les attentats terroristes qui ont frappé, je pense notamment à ceux de janvier 2015, qui ont frappé Charlie Hebdo, avec toute la question de la liberté d'expression, jusqu'où, le blasphème. Ce qui était le plus remarquable, au-delà des débats qui ont pu à un moment être provoqués ou utilisés, c'est que tous les dirigeants du monde entier sont venus à Paris défiler. Non pas parce qu'il n'y avait pas eu d'attentats dans d'autres pays, il y en a eu, hélas, beaucoup, mais parce que la France est le pays de la liberté d'expression, de la liberté de conscience. Et même des dirigeants, je ne les citerai pas tous, de pays où il n'y a pas de liberté d'expression, où il n'y a pas de liberté de conscience, et où il n'y a pas de laïcité, ils étaient là. C'est dire combien la laïcité est une valeur, est un principe, est une conception qui va bien au-delà de nous. Et que si nous lâchons prise sur la laïcité en France, ce sera au détriment des règles qui peuvent exister partout ailleurs, ou qui n'existent pas encore. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas célébrer la loi de 1905 avec nostalgie, mais avec la conviction que c'est ce qui nous permettra encore de pouvoir définir notre avenir en commun. Et que face aux pressions qui sont exercées, face aux risques de communautarisation des esprits, ce n'est pas simplement des communautarisations religieuses, face à l'individualisation, si nous n'enseignons pas la laïcité, si nous ne la défendons pas, si nous la promouvons pas autant qu'il le faudra, alors, on le sait, c'est la République tout entière qui reculera. Monsieur le Président, mes chers amis, la Fédération française du droit humain est depuis sa création en 1893 un ardent défenseur de la laïcité et de la mixité également, puisque c'est la première obédience mixte. Force est de constater que depuis quelque temps, cette laïcité est mise à mal, vous l'avez très bien expliqué dans votre propos, et on assiste souvent à une confusion entre différents concepts qui peuvent être apparemment contradictoires, alors qu'ils peuvent, selon nous, être complémentaires. Et à ce titre, je vous poserai une question très courte, qui est la suivante. La laïcité, en garantissant la liberté de conscience et la neutralité de l'État au regard des croyances, est un outil protecteur d'émancipation et de liberté, cela a été dit. Le concept d'altérité, quant à lui, qui est un concept, à mon avis, également très important et très cher, notamment aux francs-maçons, implique l'attention et la reconnaissance de l'autre dans sa différence. Alors ma question est la suivante. Selon vous, comment ces deux notions doivent-elles s'articuler pour garantir à la fois la liberté de conscience et le respect des droits humains et des libertés fondamentales? Oui, comment arriver à la fois à défendre la liberté de conscience et aussi à traiter de cette question importante de l'altérité. Et toujours dans la veine de ce que le grand maître a évoqué sur ce qu'on pourrait insérer dans le dispositif constitutionnel. Et surtout par rapport à des menaces qui peuvent planer autour de nous. C'est sur le principe de non-discrimination. C'est-à-dire, la non-discrimination, ce n'est pas simplement la discrimination par rapport à la couleur de peau ou l'origine, mais c'est la non-discrimination par rapport à toutes les convictions, à toutes les croyances et à toutes les religions, ou de ne pas avoir de religion. Et
on voit bien que le risque qui se présente, si on regarde les échéances qui arrivent, autour de la préférence nationale, autour de détournement de la liberté de conscience, avec la mise en cause d'une religion en tant que telle, même s'il faut lui fixer des limites, il peut y avoir des risques importants pour les libertés et pour l'altérité. Et c'est pour la raison pour laquelle je pense qu'il est nécessaire d'insérer dans la Constitution, il y a un certain nombre de propositions qui sont déjà écrites, le principe de non-discrimination par rapport aux gens, par rapport à l'origine, par rapport aux convictions, etc. C'est peut-être ainsi qu'on arrivera à donner la conciliation des deux principes. Sur l'altérité, finalement, les révolutionnaires de 89 l'avaient quand même intégré, parce que la fraternité, c'est bien ce qu'ils essayaient de faire valoir, de dire que ça ne suffit pas d'avoir des libertés, d'être soucieux de l'égalité, fallait-il aussi avoir un rapport avec d'autres pour lesquels nous n'avons apparemment aucun lien autre que celui d'être citoyens les uns les autres. Et c'est ça la fraternité. C'est-à-dire de donner à d'autres ce que l'on pourrait donner à sa propre famille. J'insiste bien parce que l'extrême droite a longtemps essayé de faire une hiérarchie. Vous vous rappelez, il y avait un leader d'extrême droite, qui est le père d'ailleurs d'une autre leader d'extrême droite, qui disait, ben voilà, je préfère mes enfants à mes neveux à mes voisins et puis ça finit aux étrangers. Hein, car c'est bien ça dont il est question. Donc c'est pour ça que je pense que ce principe de non-discrimination, de refus de toute préférence identitaire ou nationale est très important. Merci. Alors, Oui, nous célébrons donc aujourd'hui le 120e anniversaire de cette loi de séparation de l'Église et de l'État, qui pour nous a une vertu essentielle, qui est celle de, sinon sacraliser, parce que le terme, en termes de laïcité, s'agissant de laïcité, serait un peu exagéré, mais au moins de solenniser la liberté absolue de conscience, ce qui pour nous est une chose essentielle, mais malheureusement, il faut bien voir que sans cette liberté de conscience, la notion même de laïcité serait vaine, mais aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'elle est contrariée par toute une série de personnes en France et dans le monde. On a bien entendu les ennemis francs de la laïcité, ce que ça va des islamistes aux évangéliques, en passant par les athées forcenés qui se disent païens dans les milieux d'extrême droite notamment. Pour cela, c'est simple. De toute façon, ils préfèrent le dogme à la liberté de conscience. Donc la chose est à peu près claire. Mais il y a également aussi, malheureusement, ce que nous appellerons des faux amis. Des faux amis, c'est donc tout un mouvement qui confond très régulièrement la liberté de conscience avec simplement la liberté religieuse, ce que ce n'est pas du tout, et qui ont tendance à remplacer la laïcité par une tolérance à géométrie variable, et qui vont essayer de caser les citoyens dans des petites cases, qui sont en fait rien d'autre que des communautés et qui remplacent donc la laïcité par la tolérance et la tolérance petit à petit par un communautarisme assez pervers. Donc contre ces faux amis qui sont malheureusement, il faut bien le reconnaître, assez regroupés autour d'anciens piliers de l'Observatoire de la laïcité, nous en sommes assez contris. Et je voudrais savoir, Monsieur le Président, en tant qu'ancien président, donc rompu aux choses de l'exécutif, en tant que député, et surtout en tant qu'homme, savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire contre ces faux amis. Alors, des faux amis, j'en connais beaucoup, hein. C'est les plus redoutables, c'est-à-dire ceux qui laissent penser qu'ils sont adhérents à vos principes et qui progressivement les détournent sans en prendre clairement la responsabilité. Et d'avoir laissé penser qu'il y avait plusieurs courants dans la laïcité aussi, et qu'il y avait une laïcité plus libérale qu'une autre. C'est là le premier piège. Non, il y a la laïcité avec les principes, les règles et les droits fondamentaux et les obligations. Et ça se traduit souvent par ce qu'on pourrait appeler les accommodements. C'est-à-dire, finalement, il y a la laïcité, mais selon les
différentes communautés, on doit faire des accommodements. Et d'accommodement en accommodement, finalement, on crée des exceptions et ensuite, on ne maîtrise plus le processus. Alors, je ne veux pas dire qu'il faudrait éteindre tout débat, qu'il n'y a pas de contradiction à avoir entre les uns et les autres. Mais le plus souvent, par rapport à ces faux amis, ça a été de chercher des exceptions. Ce qui est très important quand même en France, c'est le droit. Et les tribunaux, et notamment les tribunaux administratifs. C'est très intéressant les tribunaux administratifs parce que dans la loi de 1905, il y a eu un grand débat pour savoir qui allait précisément faire l'arbitrage sur la dévolution des biens. Est-ce que ça devait être le politique, est-ce que ça devait être une commission? Et ça a été le Conseil d'État qui a été chargé. Et encore aujourd'hui, je ne veux pas à mon tour sacraliser le Conseil d'État, mais c'est le Conseil d'État et c'est les tribunaux administratifs qui fixent la règle. Et moi, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait d'autres instances que les instances juridictionnelles, que ce soit le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a plusieurs sources. Or, il n'y en a qu'une. Il y a la source de la loi, la source de la légitimité, et la source du droit, tel qu'elle est appréciée par les juridictions. Le mot laïcité, Monsieur le Président, figure en très bonne place dans la déclaration de principe de la Grande Loge féminine de France, et elle appuie la dimension adogmatique de notre ordre et la totale liberté de conscience de ses membres. Je voudrais m'appuyer sur... j'ai relu l'autre jour le message que Robert Badinter a fait aux professeurs lors de son hommage à Samuel Paty en 2020. Et à cette occasion, il rappelle que l'école de la République est laïque, car la laïcité garantit à tous les élèves et à tous les niveaux un enseignement consacré au seul culte du savoir et de la recherche, ce qui forge des esprits libres et ouverts au monde. Et dans nos commissions, nous avons une commission nationale de la laïcité qui travaille sur tout le territoire. Aujourd'hui, on compte de plus en plus de cas d'empêchement, de conférences et de tentatives de censure des libertés académiques dans nos universités et dans l'enseignement supérieur, par et bien entendu des ennemis de la laïcité. Alors, quelle perception, Président, avez-vous de ces risques pour la laïcité, pour la liberté d'expression, pour la liberté de conscience, et quels sont les leviers qui vous paraissent les plus adaptés? Merci. J'ai dit que dans la loi de 1905, il n'y avait pas... Le mot laïcité n'était pas inscrit dans le texte. En revanche, dès 1882, l'école est laïque. Donc la laïcité est inhérente au lieu de la transmission du savoir et de la connaissance. Et je renvoie à ce que vous dites du texte de Robert Badinter. L'école laïque, ce n'est pas simplement l'école publique, comme on l'a souvent rapproché, bien sûr. C'est plus que cela. L'école publique est laïque. Et donc, il y a dans cette perspective la question, notamment à l'université, de la liberté académique. Jusqu'où peut-on aller dans l'expression de son travail universitaire? C'est là qu'on trouve des intentions, au nom de la liberté académique, de remettre en cause des principes fondamentaux de laïcité, mais comment faire la police de la pensée? Ça, c'est aussi toute une question, une controverse, c'est est-ce que la laïcité est une police de la pensée? Mais le savoir, la connaissance, ce n'est pas une interprétation. La science, ce n'est pas une interprétation. C'est un ensemble de données, de faits, de recherches qui doivent être protégés en tant que tels. Donc toute atteinte à un savoir, à une connaissance et à une science mérite à ce moment-là d'être corrigée. Mais je pense que là aussi, les universitaires, puisqu'il y a une autonomie des universités, ce sont les universitaires qui ont cette responsabilité. Et je pense que vous devez aussi les interroger par rapport à ces règles-là.
car on a quand même vu qu'un certain nombre de remises en cause de la laïcité sont venues dans les universités. Et alors, avec ce que vous avez rappelé, l'interdiction de certaines conférences, le fait qu'un certain nombre de scientifiques n'ont pas pu délivrer leurs cours parce qu'ils défendaient, par exemple, la vaccination, c'est arrivé, ou par rapport à d'autres thèses. Et donc là, ça suppose que, là encore, le droit puisse intervenir pour protéger. Là, il y a une autre notion qui me paraît importante, c'est celle de l'autocensure. C'est-à-dire qu'il y a l'empêchement physique ou politique, et puis il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre d'enseignants dans les établissements secondaires n'enseignent plus la laïcité ou n'enseignent plus les règles de la vie en commun parce qu'il y a une peur. Et il y a eu des pressions suffisantes et des tragédies que nous avons à l'esprit, et donc finissent par renoncer à enseigner. Et ça, c'est, à mon avis, le risque le plus grand. C'est-à-dire qu'on occulte un enseignement. Durant le quinquennat, j'avais fait en sorte qu'il y ait un enseignement civique et moral qui puisse être diffusé. Je disais, le rôle de l'école, c'est celui-là. Et si on ne le fait pas dès les premiers âges de la vie, on peut avoir un certain nombre de difficultés dans l'enseignement supérieur. Monsieur le Président, messieurs, mesdames. Monsieur le Président, ma question sera la suivante, elle sera courte. Pensez-vous que la laïcité contribue à l'émancipation des hommes et à celle des femmes? Et si c'était le cas, de quelle manière? Si la laïcité, c'est la liberté de conscience, c'est-à-dire la possibilité de cheminer dans une pensée qui peut embrasser le religieux ou qui peut l'écarter, qui est une pensée qui va s'affranchir de tout ce qui est domination, pression, violence, oui, la laïcité est émancipatrice, par définition. Et la laïcité pour les femmes est, je pense, non pas simplement une protection, mais l'affirmation d'une égalité qui doit être complète. C'est en ce sens que, lorsque le débat s'est porté sur les signes religieux, et le voile en particulier, même si pour certaines jeunes filles, c'était l'idée d'être protégées d'un certain nombre de pressions qui venaient de leur milieu familial, nous ne pouvons pas l'empêcher sur l'espace public, comme certains voudraient le faire, ni l'interdire dans l'espace privé. Mais nous devons être tout à fait fermes dans tout ce qui est l'espace scolaire, même si, vous le savez, dans les universités, il y a une tolérance et donc l'affirmation que cette liberté peut être aussi celle de porter ou de ne pas porter un signe. Mais je pense que l'émancipation, c'est la laïcité. La laïcité, c'est pour ça que c'est très important de le rappeler, c'est pas une contrainte, la laïcité. Et c'est ce que l'enseignement doit donner aux jeunes. C'est une manière de s'émanciper, y compris de son milieu familial. C'est en ce sens qu'il y a eu longtemps pression des familles pour qu'il n'y ait pas de règles laïques qui puissent s'imposer. Et donc c'est une émancipation et par rapport à son milieu familial et par rapport à ce que pouvait être la religion ou la non-religion de ses proches, et par rapport aussi aux convictions. Donc, pour les femmes, c'est aussi une façon de s'émanciper de ce qui était des inégalités qui leur étaient imposées, des formes de vie qui les contraignaient, et aussi par rapport au travail. Parce que c'est aussi une façon de pouvoir travailler partout, la laïcité. Oui, Monsieur le Président, je vais forcément vous poser une question sur ce sujet-là. Vous le savez sans doute, en ce 9 décembre, nous en sommes à 156 féminicides depuis le début de l'année.
et plus de 700 suicides forcés de femmes. Il y a un viol ou une tentative de viol toutes les 2 à 3 minutes et un enfant sur 5 subit ou a subi des violences sexuelles. L'écrasante majorité des comportements asociaux sont de la responsabilité d'hommes. 97% des auteurs de violences sexuelles, 90% des personnes condamnées par la justice, 86% des mises en cause pour meurtre, et etc., etc. La liste est longue. Alors, ça n'est pas un problème d'hommes, parce que certains hommes ne sont pas violents, n'ont pas ces comportements asociaux. C'est un problème culturel et sociétal, et l'extrémisme religieux et politique n'aide pas. Ces comportements ont un coût direct pour l'État, qui dépense chaque année des milliards d'euros en services de police, judiciaires, médicaux, éducatifs pour y faire face. C'est aussi un coût indirect pour la société, qui doit répondre et accompagner les victimes des souffrances physiques et psychologiques et qui subit des pertes en productivité et en destruction de biens. Ce coût s'élève à plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année pour la France. Certaines études évoquent même plus de 100 milliards d'euros chaque année. Une réalité chiffrée qu'on entend trop peu. Notre pays connaît un déficit budgétaire qui occupe les esprits des Français et de tous les politiques. On cherche désespérément où trouver de l'argent. Or, si l'État investissait moins de 5 milliards sur cette problématique des violences, ce sont des dizaines et dizaines de milliards d'euros qui, à terme, pourraient être économisés. Et incompréhensiblement, les associations qui œuvrent pour prévenir les violences voient aujourd'hui leurs subventions baisser. Monsieur le Président, pouvez-vous m'expliquer la non-implication ou la peu d'implication factuelle des politiques sur le sujet et me dire quelles seraient les solutions à mettre en place pour que la prise de conscience et l'engagement sur cette cause puissent enfin, à l'image de l'Espagne, être traduites en actes pour plus de liberté, d'égalité et de fraternité envers les femmes et les enfants. La laïcité, principe d'unité entre tous et toutes, peut-elle y aider? Alors vous avez, au-delà de la dénonciation et de ce que représentent ces tragédies, et du nombre de féminicides qui ne diminue pas, vous avez adopté une approche économique. Un livre récent fait justement ce travail et permet de donner des chiffres. Alors, il ne s'agit pas de laisser penser qu'il suffirait d'investir dans ce domaine tout à fait nécessaire pour que les finances publiques soient d'un seul coup rétablies. Je ne voudrais pas qu'il y ait cette illusion, mais ce qui est démontré par cette étude et par ce livre, c'est que l'investissement que l'on peut réaliser sur l'éducation des jeunes hommes, des jeunes enfants, et la prévention de ce que peuvent être les violences faites aux femmes, permettrait d'économiser à la société un certain nombre de coûts humains d'abord, de perte de vie, de blessures, de violences, mais aussi de ce que représentent ensuite les condamnations, les suivis psychologiques, les problèmes psychiatriques qui sont hélas posés. Et donc je trouve que cette approche, qui n'est pas fréquente, où on est davantage sur la condamnation morale, politique, judiciaire de ce que représentent les violences faites aux femmes et les agressions sexuelles. Mais cette approche est très importante parce qu'elle permet de faire un investissement en termes de prévention, un investissement en termes de structure, parce que les violences apparaissent très tôt. Et dans l'éducation des jeunes hommes, il y a aussi des éléments de masculinisme, et qui se traduisent ensuite par des violences. Donc je souscris pleinement. Et donc, dans les arbitrages budgétaires, alors qu'on dépense énormément, et il faudra sans doute le faire pour construire de nouvelles prisons, pour accompagner les délinquants, pour éviter indemniser les victimes, etc., il faut investir au préalable, très tôt,
par rapport à la lutte contre les violences et à la culture de la violence et la culture de la domination masculine, parce qu'elle est non seulement répréhensible à tous égards, mais elle est en plus coûteuse pour l'ensemble de la société. Monsieur le Président, bonsoir. Vous nous avez fait un cours d'histoire de la laïcité tout à l'heure et c'est un rappel historique pour tout le monde, c'est très, très enrichissant. Et vous avez cité une rupture dans l'application de la laïcité dans les années 90. Effectivement, on constate tout ça. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ça correspond aussi à une rupture dans l'évolution de la société française d'un modèle interculturel vers un modèle multiculturel. Et donc, je voulais simplement avoir votre avis là-dessus. Est-ce que les deux sont liés et est-ce qu'on corrige les deux de la même manière ? Alors, vous avez raison qu'il y a eu un débat en France dans les années précisément 90 sur le multiculturalisme et avec des exemples qui nous étaient proposés au Royaume-Uni ou dans les pays anglo-saxons. Et avec l'idée que si on reconnaissait les communautés davantage, eh bien, on aurait un ordre social qui serait plus assuré. Cette idée me paraît tout à fait fausse. Et on s'est rendu compte que le multiculturalisme, le communautarisme, avait dans les pays considérés dégénéré. Et dégénéré en fondamentalisme. Je ne veux pas dire que nous ne l'ayons pas vécu, on l'a vécu, hélas, cruellement sur notre sol. Mais notre laïcité est la meilleure des réponses pour éviter le multiculturalisme. Ça ne veut pas dire que nous ignorons ce que représentent des faits religieux. Ça ne veut pas dire que nous ne prenons pas en compte une religion qui, aujourd'hui, l'islam, concerne plusieurs millions de personnes. Mais nous la traitons comme les autres religions. Alors, avec aussi une attaque, en tout cas, une thèse qui est venue s'étaler devant nous, c'est-à-dire, oui, mais comme l'islam n'avait pas de patrimoine, il n'y avait pas de lieu, comme il s'agit de populations qui ont été, c'est vrai, discriminées, pour d'autres colonisées, on voit bien le lien qui a pu à un moment être établi, alors il faudrait donner plus de dérogations à l'islam qu'on en aura ou qu'on en aurait donné à d'autres religions. C'était ça la thèse qui venait et qui est encore en cours. Je ne vais citer personne, mais de dire au nom de blessures de l'histoire, au nom d'une négation longtemps de ce que représentait la religion musulmane, il faudrait donc avoir d'autres règles que les règles que nous avons fixées pour les autres religions. Et je m'inscris en faux par rapport à cette prétention. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Une question, donc vous avez longuement insisté sur l'importance de l'éducation dans l'actualité et dans l'avenir de la laïcité. Je voudrais vous poser une question nous renvoyant à l'autre spectre, à l'autre bout du spectre de cette question de l'éducation, par rapport à l'enseignement catholique et à l'actuel débat sur la définition de son caractère propre, sacralisé mais soigneusement non défini par la loi Debré, et qui, à l'heure actuelle, représente un enjeu assez conséquent. Je suis intéressé d'une part de connaître éventuellement votre vision de ce caractère propre de l'enseignement catholique, et d'autre part de quelle serait à votre avis la bonne marche à suivre pour enfin cerner une meilleure définition, qui sera forcément meilleure puisqu'il n'y en a pas. Oui. Merci. Oui, la loi Debré donc introduit le caractère propre sans jamais le définir. Et ça a été d'ailleurs un des éléments de la contestation qui est venue au moment où Alain Savary avait voulu, au nom du gouvernement Monroy, créer un grand service public qui ne mettait pas en cause les établissements, mais qui les mettait dans un ensemble et les fédérait. Il ne s'agissait pas comme à d'autres époques, de vouloir nier la possibilité d'un choix scolaire, mais c'était dans le cadre du service public. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui,
et c'est à mon sens le nouvel enjeu, les établissements privés qui connaissent une certaine faveur et parfois de fuite des élèves du public pour échapper à des phénomènes de concentration de population d'origine étrangère, pour parler très clairement. Les établissements privés ne sont pas contraints aux mêmes obligations que les établissements publics, ce qui aggrave encore le phénomène d'évaporation ou de fuite. Donc aujourd'hui, au nom du caractère propre, on ne peut pas justifier de ne pas avoir les mêmes règles, les mêmes obligations que l'enseignement public, notamment pour accueillir les élèves allophones, les élèves qui peuvent être des quartiers populaires, et d'avoir aussi, dès lors qu'il y a des subventions, qu'il y a des aides publiques, d'avoir les mêmes contreparties que celles qui sont imposées, et voulues d'ailleurs, par l'enseignement public. Une autre question ? Bonsoir Monsieur le Président. Une des difficultés pour la laïcité, notamment chez les jeunes, c'est quelque part c'est la tolérance. Ils ont de plus en plus de mal à comprendre le droit au blasphème. Comment peut-on réhabiliter le droit au blasphème ? Oui, chez les jeunes, au-delà même de leur appartenance à une religion ou à une autre, il y a une espèce d'absolu de la liberté personnelle. Vous ne pouvez pas m'imposer quoi que ce soit qui serait de l'ordre du vêtement, de l'apparence, du lien que je veux établir dans les fréquentations, les réseaux sociaux. C'est-à-dire l'absolu de la liberté individuelle. Or, la laïcité, c'est la liberté de conscience, mais ce n'est pas l'absolu de la liberté individuelle. Et donc, quand il y a des jeunes qui arrivent, avec des jeunes filles notamment, avec une tenue dont on sait qu'elle a un caractère religieux, certains de leurs proches, leurs camarades disent « Mais non, vous ne pouvez pas lui interdire, c'est sa liberté ». Et donc, on a un premier enjeu, c'est de dire la liberté, sûrement, mais il y a des règles qui nous unissent tous, et donc il ne s'agit pas de l'empêcher d'avoir cette croyance ou cette conviction ou cet attachement à une tenue, mais pas dans l'établissement. Alors le blasphème, on l'a bien vu au moment des caricatures et ensuite de la tragédie de Charlie Hebdo. Il faut savoir quand même qu'il y avait eu un premier procès, lorsqu'il y a eu la publication par Charlie Hebdo des fameuses caricatures. La grande mosquée de Paris et d'autres associations avaient donc fait une démarche devant les tribunaux judiciaires pour condamner la publication au nom de la profanation, de l'atteinte à la liberté de conscience, la liberté religieuse, etc. Il se trouve que j'avais été appelé par les responsables de Charlie à témoigner, que j'étais venu donc, lors de ce procès. Et ce qui avait été démontré, c'est que la publication de ces caricatures, donc du blasphème, on s'en prend à Dieu, n'était pas attentatoire au principe de la liberté de conscience et n'était pas non plus une atteinte à la dignité humaine. Mais qu'en revanche, et c'était notamment après Charlie, lorsque Dieudonné a fait des conférences, enfin des spectacles, où il mettait en cause, au nom de dire puisque tout est blasphème, eh bien je vais y aller et proférer des atteintes très graves, notamment des propos antisémites. Là aussi, le droit est intervenu. Et le droit, c'est de dire qu'on peut se moquer de Dieu, comme on peut se moquer du président de la République. Non pas que le président de la République est un Dieu, ou ça se saurait. Bon. Même si vous avez vu que certains dirigeants pensent qu'ils sont éternels, mais il faut le laisser croire.
la nature finira par les emporter. Mais on peut s'en prendre au président de la République, et même s'il y a eu autrefois un délit qui était sur l'atteinte à l'image du président de la République, etc., une atteinte à la dignité du président de la République. Mais on peut s'en prendre à Dieu. On ne peut pas s'en prendre à ceux qui, par leur croyance, se sentiraient humiliés et qui se sentiraient blessés au sens où ils seraient attaqués pour leur croyance. Et c'est en sens que les appels à la haine, le blasphème n'est pas un appel à la haine. En revanche, l'antisémitisme, le racisme, le fait de se prendre à une personne au nom de sa religion, c'est un appel à la haine. Et ça tombe sur le coup de la loi. C'est pour ça que les spectacles de Dieudonné ont été à un moment interdits. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on peut dire à ces jeunes qui quelquefois s'interrogent sur le blasphème, mais la religion catholique a été l'objet dans de nombreuses caricatures tout au long de la période. Et il faut voir ce qu'étaient les caricatures à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, par rapport à la religion catholique. Et il n'y avait pas d'insulte plus grave que de dire que, par exemple, ce que Clémenceau disait d'Aristide Briand, qu'il était un socialiste papalin. Et il l'avait mal pris. Parce que la dénonciation du pape, l'attaque contre le pape. Alors, donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'expliquer par l'histoire ce qu'est finalement une caricature, un blasphème, et aussi ce que peut être la protection par le droit de la liberté de conscience, et notamment de ne pas être atteint parce qu'on est juif, catholique, musulman, d'avoir cette foi-là et d'être mis en cause pour cette foi-là. Lorsqu'on est de gauche, on n'est pas surpris des manœuvres politiciennes de l'extrême droite. On n'est pas surpris du discours zémourien qui consiste à reprendre la laïcité à des fins identitaires. On n'est pas surpris. Mais lorsqu'on est de gauche, on comprend mal qu'après avoir lutté contre l'omniprésence du clergé dans la société, après avoir porté cette merveilleuse loi d'émancipation et avoir sanctuarisé l'école afin de créer le citoyen en toute liberté de conscience, comment, quand on est de gauche, peut-on comprendre qu'une partie de notre camp se montre particulièrement ambiguë sur d'autres dogmes que le catholique, mais qui sont des vérités révélées comme lui, et qui parfois fleurent avec l'extrémisme assassin. Comment voyez-vous cette prise de position politique d'une certaine gauche, Monsieur le Président ? Ça c'est pas des faux amis, c'est des vrais ennemis. Parce que précisément, ils mettent la gauche en difficulté, oui. On dit, si vous avez des alliés comme ça, vous mettez en cause ce que nous croyons comme principes fondamentaux. Et donc c'est la raison pour laquelle, quand on est de gauche, on doit être extrêmement clair, ferme par rapport à ces dérives-là ou ces utilisations-là. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse mettre la laïcité, alors non plus en termes d'identité, mais la laïcité comme étant la liberté de tout, là, ce n'est pas acceptable. Et de regarder les citoyens selon leur religion n'est pas non plus acceptable. Je me souviens d'une déclaration qu'avait fait un responsable politique, vous le retrouverez sans peine, disant qu'il, et pour s'en excuser d'ailleurs, qu'il distribuait des tracts différents selon les personnes qu'il rencontrait dans les campagnes électorales. On ne mettait pas la même tête sur le tract.
ça, c'est une affirmation extrêmement grave, d'une certaine façon. C'est-à-dire de distinguer selon le citoyen en fonction de sa religion, et on ne lui donnerait pas la même information ou la même figure d'incarnation. Donc je pense que cette gauche-là s'est perdue. Elle s'est perdue, non pas pour des raisons idéologiques seulement, elle s'est perdue pour des raisons électorales, ce qui est plus grave. Parce qu'elle a pensé que le phénomène peut-être démographique faisait qu'un certain nombre de populations étaient là et qu'il fallait leur parler en fonction de leur, non pas de leurs origines, ça on peut toujours le faire, mais en fonction de leur religion. Alors on dira, oui, mais il y a bien eu pendant un temps des démocrates chrétiens. Il pourrait y avoir donc des courants politiques qui s'appuient sur une religion. Mais les démocrates chrétiens, comme on dit, ils ont disparu d'abord. Enfin, il y en a encore quelques-uns. L'expérience n'a pas été totalement concluante au plus haut sommet de l'État, mais le mouvement ne se réclame plus, il faut être tout à fait honnête et sincère, ne se réclame plus d'une religion pour porter ses idées. Alors que là, il y a une espèce de confusion qui laisserait penser qu'il y aurait un parti qui défendrait particulièrement la cause des musulmans. Enfin, quand on s'adresse à un citoyen, c'est pour précisément améliorer son cadre de vie, c'est pour son logement, pour son emploi, pour sa promotion sociale, pour son insertion plus large dans la République. C'est pas pour sa religion. Et quand le conflit de Gaza a été, le conflit à Gaza a été importé, même s'il était légitime de manifester à la fois ce qu'a représenté le 7 octobre et aussi de la répression qui a suivi, il a été fait avec une référence à la religion. Alors que le mouvement, très longtemps, de soutien à la cause palestinienne était totalement séparé du fait religieux. Car il y avait des Palestiniens qui étaient chrétiens, il y avait des Palestiniens qui étaient musulmans, des Palestiniens qui n'étaient rien du tout au sens religieux du terme. Donc là, il y a eu aussi un détournement. Et de créer une espèce de solidarité religieuse par rapport à un événement qui justifie qu'on puisse prendre des positions en dehors de toute question de communauté. De la même manière, de laisser penser que des Juifs soient forcément solidaires de Netanyahou était une forme de raccourci tout à fait dramatique. Donc voilà pourquoi je pense qu'il y a toujours eu deux gauches en France, mais là il y a vraiment une gauche différente de l'autre, et que pour la gauche républicaine, pour la gauche telle que je la représente, avec d'autres, il est très important de marquer là une différence, je n'ose pas dire une séparation, mais presque, une séparation de l'Église, de ce parti-là, de l'État que nous représentons. Puisque la parole m'est donnée de dire ce que je pense, être juste, je pourrais me tromper, alors ça ne serait pas forcément une question. Je suis arrivé en France sans rien, la France m'a tout donné. Par contre, je souhaiterais, vous me direz, que vous me disiez, est-ce que la France est encore la France en Afrique? Merci. La question est courte, hein. Moi, je suis très triste de ce qui se passe en ce moment dans l'ouest de l'Afrique. Vous vous souvenez que j'avais pris décision de faire intervenir les forces françaises au moment où les djihadistes fonçaient sur Bamako. Sans doute, ces forces-là, ils sont restés trop longtemps. Sûrement, n'y a-t-il pas eu l'accompagnement nécessaire. Mais enfin, il y a eu aussi une instrumentalisation par des services russes en particulier, une montée de l'anti-France dans un certain nombre de pays et des coups d'État militaires qui n'ont cessé de se succéder. Eh bien moi, je pense qu'il faut revendiquer le fait que la France est solidaire de l'Afrique de l'Ouest et qu'on ne peut pas la laisser dans cette situation. Alors il ne s'agit pas de refaire une intervention militaire puisqu'on n'est pas appelé à la décider.
Mais enfin, quand même, quand je vois une fois encore des massacres de civils, quand je vois des opposants qui sont emprisonnés, quand je vois des femmes qui sont de nouveau brutalisées, quand je vois des hommes qui sont amputés, je me dis, mais on va laisser faire ça? Donc, il y a eu, là aussi, au nom de l'anticolonialisme, que je comprends parfaitement, ou du souvenir colonial, on a imputé à la France, et à la France telle que je l'ai représentée, une responsabilité qui n'était pas la nôtre. Nous, on venait soutenir les populations, pas les États, les populations qui étaient en cause. Aujourd'hui, elles souffrent, ces populations. Il a failli encore avoir un coup d'État au Bénin ces dernières heures. Donc il faut faire, là aussi, ne pas baisser la tête. C'est-à-dire, autant je fais partie de ceux qui ont dénoncé le fait colonial, d'une politique qu'on appelait la France-Afrique, qui a exploité des ressources, mais tel n'était pas le cas de ce que nous avons fait depuis des années, et notamment depuis 2012. Mais je partage, et par exemple, sur ce qui se passe au Soudan en ce moment, un massacre de milliers de femmes et d'hommes, et je pense que l'attention médiatique n'est pas du tout sur les drames qui se passent à l'est de l'Afrique. Regardez ce qui se passe en République démocratique du Congo aussi. Donc on voit qu'il y a là une espèce d'occultation de ces tragédies qui se passent en Afrique. Et quand je vois que, aussi, mais là je m'égare, que Donald Trump pense qu'il a réglé tous les conflits du monde, mais ça ne dure généralement qu'une nuit. Mais je ne suis même pas sûr qu'ils connaissent les pays en question. Thaïlande, Cambodge, parce qu'il prétend qu'il a tout réglé. Hein. Thaïlande, Cambodge, République démocratique du Congo, avec le Rwanda, la question du Soudan. Bon, mais en réalité, il n'a rien réglé, et c'est à nous aussi, j'allais dire, communauté internationale, je ne parle pas simplement de la France ou des Européens, communauté internationale, à se mettre en mouvement. Et la plus grave décision des États-Unis de ces derniers mois, c'est quand même de supprimer toute l'aide alimentaire, de l'aide médicale au pays, et que les Européens n'aient pas compris qu'il fallait prendre le relais immédiatement pour montrer que vis-à-vis de l'Afrique, nous devons être exemplaires. Donc voilà pourquoi vous avez bien fait de venir ici, en France en particulier, et que vous pouvez toujours compter sur la France. Monsieur le Président, depuis plusieurs années, effectivement, on assiste à une multiplication des atteintes à la laïcité au sein de l'école. Avez-vous, fort de votre expertise, des pistes de réflexion et d'action à nous proposer pour réparer l'école de la République? Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, là on vient passer la nuit. Mais au nom de la laïcité, on est prêt à tout. De mon expérience, alors, moins de présidents que d'anciens présidents. Ça peut paraître paradoxal. Dans toutes les visites que j'ai faites des établissements scolaires, dans tous les quartiers, dans toutes les villes où je suis allé, j'ai toujours eu, avec les enseignants, des rapports, puisqu'ils m'invitaient, donc des rapports qui étaient de confiance et de soutien. Mais je voyais la difficulté qui était les leurs. Je voyais le travail admirable qui pouvait être aussi mené. Mais je me dis, pour l'enseignement civique et même de la laïcité, le rôle des enseignants est essentiel, mais le rôle des personnes extérieures est très important. Chaque fois que dans un établissement, on fait venir une personnalité qui a un parcours scientifique, universitaire, avocat, enfin, et ici, il y a toutes les professions. Et notamment pour vous, francs-maçons, de venir dans les établissements. C'est très important. Je le dis aussi pour les personnalités culturelles, parce que chaque fois qu'on a la confrontation avec une personnalité qui vient, connue ou pas connue, nous apporter quelque chose qu'on n'avait jamais eu jusque-là en face, il y a précisément l'émancipation. On ne peut pas laisser les enseignants seuls affronter un certain nombre de difficultés. On ne peut pas laisser les enseignants avoir tout le poids qui pèse sur eux. On leur demande de faire de l'éducation à la laïcité, au civisme, c'est pas forcément avec des moyens considérables, à l'éducation sexuelle aussi,
quand même mieux que ce soit des médecins ou des sages-femmes qui viennent pour donner, non pas un enseignement, chacun doit faire son travail, mais une expérience, un témoignage, pour que les jeunes puissent retrouver la confiance. La confiance, pas simplement dans le savoir et dans la transmission et dans l'enseignement, mais la confiance dans la société. Que la société vienne les aider. Tout à l'heure, il était posé des questions sur les femmes, y compris celles qui étaient victimes de violences. Le témoignage d'une femme victime de violence dans un établissement, ça a un poids considérable dans les mémoires. Nous avons tous, enfin ici, tous eu à un moment dans un établissement scolaire une rencontre qui nous a éblouis, qui nous a transformés. Donc je crois qu'on ne peut pas laisser... L'école, elle n'est pas fermée sur elle-même. C'est ça qui est très important à signaler. L'école, elle doit être, tout à l'heure ça a été dit, un lieu où les influences ne doivent pas s'exercer, mais un lieu où on doit avoir une ouverture à des expériences. C'est vrai que les parents, quelquefois, peuvent s'y opposer. Pourquoi vous avez invité celui-là, celle-là? Mais il faut tenir bon. Et donc, on doit tous, chacun à notre place, en forme d'engagement, aller vers les établissements scolaires et vers les lieux où il y a cette nécessité de promouvoir ce qui est notre vie commune, c'est-à-dire la laïcité. Je vais donc clôturer par quelques mots cette très belle conférence, en remerciant bien sûr François Hollande, cher François, de t'être livré à cet exercice, d'avoir pris du temps, parce que tu es encore en pleine activité, en pleine action, débat parlementaire et très prenant ces temps-ci, et les enjeux sont importants pour la République. Merci d'avoir pris ce temps. Merci aussi aux associations du collectif laïque national d'avoir précisé un certain nombre de notions. Merci à vous. Vous êtes déplacés, nombreux, et d'avoir posé des questions qui nous ont permis ce soir, je dirais, de balayer l'ensemble des aspects multiples, complexes de la laïcité, de voir à quel point la laïcité est une notion moderne, est un outil utile pour notre société. Et puis aussi, mon cher François, tu as eu ce soir un peu l'illustration de ce que sont nos débats et notre dialogue dans nos ateliers, c'est-à-dire l'écoute. L'écoute, le respect de l'autre. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, loin de là. Je suis sûr que dans cette salle, il y a beaucoup d'opinions diverses, mais elles se respectent les unes les autres. Et je pense qu'à ce titre-là, la franc-maçonnerie, et notamment celle que nous développons au Grand Orient de France, peut être un modèle. Nous pouvons apporter notre modeste contribution à la cohésion de la société. Merci encore, mon cher François. Merci à vous.